Le jeu vidéo, ça peut paraître un peu étonnant de dire ça, mais c'est hautement intellectuel. C'est-à-dire qu'en termes de répartition de l'énergie, il y en a très peu dans ton grand fessier, et puis il y en a beaucoup plus dans ton cerveau. L'aspect perception est énorme, les choses se passent très rapidement, il faut avoir une attention soutenue pendant très longtemps. Donc oui, on ne va pas leur faire du gros cardio, on ne va pas leur faire de la musculation, ce n'est pas le but. Par contre, les aspects de coordination œil-main sont très importants, les aspects de gestion des émotions sont très importants, les aspects de y a endurance physique, hein, parce que certains matchs peuvent durer des journées de compétition qui durent plus de 12 heures. À la fin de la journée, tous les joueurs d'ailleurs sont extrêmement fatigués. À court terme, ils voient un impact après une semaine de camp. Et ça quand même c'est nice parce que je pense que ces jeunes-là ont beaucoup joué tout seuls, sans encadrement. On ne fait pas du karaté tout seul dans sa chambre en regardant des vidéos YouTube, quoi. Enfin, ça n'arrive pas. Et pourtant, il y a beaucoup moins de karatéka que de joueurs de Fortnite. Donc je ne comprends pas que cet encadrement ne soit pas offert aussi largement que le karaté, quoi. Ou que n'importe quelle discipline. Il y a la poterie, des cours de poterie, il y a des cours de peinture. L'une des problématiques justement de pourquoi les jeunes on développe des problèmes autour du jeu vidéo, c'est qu'ils se forment tout seuls. Ils se forment par rapport à leurs expériences et il n'y a personne justement pour les encadrer. Et c'est aussi une problématique par rapport à l'enseignement, c'est que du coup, contrairement à un prof de karaté qui, pour un âge donné, pour une ceinture donnée, il sait quoi donner comme contenu, là on arrive avec des joueurs qui ont des profils extrêmement différents parce qu'ils ont eu des expériences très différentes et du coup on a une approche vraiment par résolution de problèmes. Lorsqu'on va donner en septembre notre concentration sportive, on va avoir une approche plus par cursus où on veut qu'ils passent tous par les mêmes étapes. Mais là, à l'heure actuelle, si tu venais, il y aurait un coach de Fortnite, qui est un très bon joueur, avec qui j'ai beaucoup discuté sur la pédagogie et qui ferait de la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'il regarderait ce que tu fais et puis il corrigerait. Il dirait « Ok, tu vois, ça, c'est un point que tu dois travailler » et il te donnerait des exercices pour le faire. Par exemple, moi j'ai eu des joueurs qui sont arrivés, je ne fais pas du Fortnite, mais qui étaient mécaniquement extrêmement bons, mais qui avaient des difficultés à être flexibles mentalement, qui avaient des difficultés à créer un rythme, casser un rythme, à rentrer dans des jeux psychologiques avec l'adversaire. Et donc on travaillait sur ce genre d'aspect. Donc ça peut être très très fin, comme vraiment lire l'intentionnalité de l'adversaire. C'est quelque chose qui se fait énormément, c'est-à-dire qu'on voit les actions de l'adversaire et on les lit. On lit qu'est-ce qu'il va faire à l'avenir. Et il y a tout un jeu autour de « je sais que tu as lu et du coup je vais faire semblant de le faire puis pas le faire » pour évoquer une action chez l'adversaire. Donc il y a un jeu comme ça où on veut toujours pousser l'adversaire à faire le mouvement qu'on a prévu qu'il allait faire pour avoir le contre. Mais lui, il le sait, donc il va peut-être le commencer puis pas le faire pour que justement que tu anticipes et que tu fasses ton contre. Au même titre que pour le sport, on travaille sur ce que le joueur fait et sur ce que l'adversaire fait. Donc, c'est plusieurs aspects. Le joueur, vraiment, ça va être sur sa mécanique, puis sur sa compréhension du jeu, puis enfin sur comment on s'organise en tant qu'équipe, comment on crée une stratégie. Et puis, quand on regarde les adversaires, c'est découverte de stratégie, comment anticiper, contrer leur stratégie. Ça, c'est vraiment du très avancé. Autant vous dire que les jeunes kids de 10-12 ans, ils n'en sont pas trop là. Généralement, leurs attentes sont bien en dessous de ce qu'on est capable de fournir. C'est des jeunes qui très peu veulent devenir très professionnels, là, puis très peu ont les moyens, la discipline pour l'être. Mais on offre en fonction de leur niveau d'engagement. Puis là, en haut, il y en a un qui est à fond. Puis je lui ai offert
une structure de son planning à la semaine, sur comment s'entraîner, qu'est-ce qu'il doit faire dans ses périodes d'entraînement, quand est-ce qu'il doit jouer, quand est-ce qu'il ne doit pas jouer. Puis ça prend en compte ses trajets à l'école, ça prend en compte sa période à l'école, ça prend en compte l'heure de son réveil, l'heure de son coucher, les dîners avec ses parents. Et l'idée, c'est que cet emploi du temps-là, s'il le suit, son niveau va augmenter. Augmenter à quel point? Au point qu'il soit professionnel, probablement pas. Il y a d'autres choses qui vont venir après. Mais s'il suit cet emploi du temps-là, il va avoir une hygiène de vie beaucoup plus régulée et dans laquelle il peut faire justement, il peut insérer de l'entraînement sérieux. On fait des partenariats avec des écoles, puis elles sont intéressées, elles sont ouvertes à l'idée. Évidemment, elles savent qu'il y a plus de joueurs de Fortnite que de karatéka. Donc elles savent que la population, elle est du côté de Fortnite. Et du coup, c'est sûr que c'est intéressant pour elles d'offrir une solution à un besoin. Puis nous, comme on met quand même l'accent sur le fait de faire les choses correctement, que ce soit enrichissant et pas que à court terme, que ce soit enrichissant pour la personne à long terme, son développement, c'est sûr que je pense que les écoles entendent ça, puis ils sont pas mal rassurés, parce que c'est sûr que de dire « ah, ils vont faire des jeux vidéo », c'est pas forcément le plus rassurant.